In brightest day, Determined to beat you at this game. Booyah. Goodbye, son. My hopes and dreams travel with you. Mission to come aboard. Bien le bonjour les Inxeos et on se retrouve aujourd'hui pour le lancement d'une petite série de vidéos inédites. Alors il n'y a rien d'exceptionnel, en fait je voulais faire quelque chose d'assez récréatif en attendant l'arrivée de la vidéo sur le Golden Age. Voilà, je rappelle un petit peu où j'en suis actuellement, j'ai terminé mon encyclopédie en tout cas en ce qui concerne le chapitre de l'âge d'or sur Aquaman et donc l'idée ça va être d'accompagner la sortie de ce chapitre en 22 pages d'une petite vidéo comme je fais régulièrement dans la rubrique Aquaman Chronicles afin de vous présenter l'âge d'or. Et en attendant, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus fun, d'un petit peu plus décontracté, comme on faisait dans le temps, à savoir une tier list et pas n'importe quelle tier list. En fait, on va faire le grand tournoi des covers Aquaman. Toutes les covers d'Aquaman depuis la création du personnage. Ah, j'ai essayé de les recenser toutes, j'ai essayé de toutes les répertorier, ça a été très compliqué. J'espère les avoir toutes, la liste n'est pas exhaustive. Peut-être qu'il a pop sur une cover dans la GLA de 1962, tu vois, évidemment, hein, je veux dire, il y a un moment donné, je suis pas non plus une intelligence artificielle, mais vraiment, j'ai le maximum, et j'ai le plus important, j'ai recensé 430 covers, les petits gars, depuis 1961, date de sa première couverture, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2024. On va faire donc un énorme tournoi, en plusieurs parties, il va déjà y avoir des phases de poule, donc 4 groupes. Ça a été un petit peu compliqué de les délimiter. On a un premier groupe avec 106 covers qui s'étend du volume 1 au volume 3, donc de 1961 à 1989. Et en fait, donc je vais classer ce premier groupe ce soir et l'idée ça va être de retenir seulement 15 participants, 15 qualifiés pour la phase finale. Il y aura un deuxième groupe qui lui s'étendra du volume 4 à 5, donc de 1991 à 2001 pour 98 covers. Pareil, 15 qualifiés à l'issue de cette tier list. Une troisième tier list viendra après pour classer les covers des volumes 6 à 7 inclus, donc de 2003 à 2016. 136 covers, c'est le plus gros groupe. Ouais, il va y avoir du Paul Pelletier, il va y avoir du Ivan Reis, ça va être un petit peu le groupe de la mort là. Et là pour le coup, étant donné qu'il y a quand même 136 covers, il y aura 21 qualifiés, un peu plus. L'idée c'est vraiment d'équilibrer au maximum les chances, hein. Que le groupe à 136 covers ait un peu plus de qualifiés que le groupe qui n'en a qu'à 90. Et donc le groupe à 90 covers, ce sera le dernier, le volume 8, donc de 2016 à 2024. Avec donc 90 covers et seulement 13 qualifiés pour le coup. Voilà, donc ça c'est un petit peu le menu. Une fois que j'aurai mes 64 qualifiés, en tout et pour tout, eh bien je créerai un tournoi sur UUWiFu, là je sais pas quoi, là, le nom du site à la con là. Et je vais inviter des copains, voilà, donc c'est déjà fait ça. On s'est déjà rencardé, il n'y a plus qu'à savoir quand. Et on va se faire une petite soirée pour classer, pour faire un tournoi en fait, la phase finale avec les 64 participants qui ont été sélectionnés après l'énorme phase de poule, voilà. Bah écoutez, c'est parti, j'ai mes notes, histoire de ne pas faire juste une tier list débile. Hop, et voici à quoi va ressembler le premier groupe. Donc 3 catégories, les 15 qualifiés. On a les matchs de barrage, la catégorie jaune, celle du milieu, celle qui me permettra de mettre en stand-by les covers que je ne suis pas sûr de garder. Et enfin, on a ceux qui seront éliminés d'office, 91. Vous voyez, donc il y a beaucoup plus de chances d'être éliminés que d'être qualifiés. Et donc là, on a toutes les covers de 1961 à 1989. J'ai essayé à peu près, je dis bien à peu près, de les classer par ordre de sortie, par ordre chronologique. Mais en fait, j'ai voulu regrouper surtout les séries. Vous voyez, donc par exemple, il y a du Adventure Comics à la fin. C'est pas complètement dans l'ordre chronologique en fait. C'est vraiment l'idée, c'était surtout de regrouper les séries principales entre elles. On va commencer sans plus attendre. Hop, avec. Alors évidemment, si vous écoutez cette vidéo en voiture, il n'y a pas grand intérêt là pour le coup. C'est une vidéo qui va demander un petit peu de regarder ce qui se passe à l'écran. Alors, on a, et je ferai du montage pour le coup. C'est pour cette raison aussi que je fais ça pas en live. Là je suis sur StreamYard, je m'enregistre, mais l'idée ça va être de récupérer le fichier vidéo et de faire un petit peu de montage pour avoir des plus belles covers, avoir quelque chose d'un peu plus esthétique. Premièrement, et deuxièmement, ça m'évite d'interagir avec le chat.
Voilà, parce que c'est vrai que quand on interagit avec le chat, on perd un temps fou. Et là, voilà, j'ai quand même 100, combien j'ai dit 106 covers à classer aujourd'hui. Donc on va y aller sans attendre. La toute première cover d'Aquaman, hop, je vais essayer de zoomer, c'est celle-ci. C'est la première fois qu'il est apparu sur un comics. Le personnage est écrit en 41, il était relégué dans les dernières pages généralement ou dans les pages intermédiaires de Morphin Comics, puis très tôt de Adventure Comics. Et vous savez que de 1941 à 1962, le personnage n'avait pas de série. Il n'y avait pas de série Aquaman. Cela dit, il va avoir sa première cover avant la série, avec la collection Showcase présente. Donc là pour le coup, Showcase présente Aquaman numéro 30, sorti en 1961. Et c'est la première fois donc, avant même qu'il ait sa série, que le personnage apparaît enfin sur une cover. Ça fait 20 ans, rendez-vous compte, il faut attendre 20 ans. Alors que Superman, ça a été d'entrée de jeu, bim boum, Action Comics numéro 1, il a sa cover. Aquaman, il faut attendre 20 ans. Donc là voilà, on y voit des espèces de créatures marines qui sortent de l'eau, violettes. Alors c'est très représentatif de ce qu'on lisait à l'époque, on est dans les années 60. Ça va être ça tout le long, d'ailleurs on peut le constater sur les autres covers. Hein. On est toujours dans un délire d'extraterrestres ou de créatures marines bizarres ou préhistoriques. Ça c'est vraiment des sujets qui reviennent, j'ai envie de te dire à 98% dans les histoires du Silver Age. Donc la première cover, pour l'instant, je vais la mettre quand même dans... alors, il faut que je dézoome par contre. La première cover, je vais la mettre en match de barrage parce qu'elle a un intérêt clairement historique. Après, elle n'est pas sensationnelle, on va pas se le cacher. Mais voilà, c'est quand même la première, quoi. Donc rien que pour ça, elle est sauvée pour l'instant. Ensuite, on a toujours la collection Showcase Presents Aquaman et Aqualad pour le coup. Donc ça c'est le numéro 31, 32 et 33. Donc pour le numéro 31, je pense que je vais directement l'éliminer en fait. Parce qu'il y a Aqualad dessus. Le mec il parle mal. Non mais en fait il y en a tellement et je sais déjà lesquels je vais garder en fait. Donc du coup il y a très peu de place, donc il faut commencer à en dégager. Hein. Toujours collection Showcase présente Aquaman, celle avec l'espèce de gros Yeti violet là, bon bah ça dégage, il y a un Yeti violet sur la cover, est-ce que j'ai besoin de donner plus d'explications quant à ce classement? Alors celle-là, Aquaman et Aqualad sont derrière les barreaux, ils sont emprisonnés sur l'Aquaplanet, typiquement le genre de truc qu'on lisait au Silver Age. J'en ai bouffé des pages et des pages de ce genre de récit à la con, allez ça va d'en éliminer. Après on a une petite série assez rigolote, Superman's Girlfriend Lois Lane. Et eh bien Aquaman a eu droit à son petit épisode. Donc ça lui a permis d'apparaître sur la cover. C'est une cover, il y a plusieurs personnages. Mais bon, il est dessus, donc on va la garder. Bon, on va pas... Hein, je veux dire, on va pas épiloguer. C'est une cover très girly. C'est un peu ridicule. Ça a mal vieilli. Ça dégage. Alors celle-ci, elle est rigolote. Jimmy Olsen avait sa série, les petits gars. C'est vous dire. Et c'est Superman, bon, qui à cette époque-là est un petit con, voilà, et qui s'amuse à assoiffer Aquaman et pour le coup Jimmy. J'ai lu ça il y a très longtemps, j'ai lu ça il y a 2 ans, j'ai plus grand souvenir de ça. Mais on n'est pas là pour parler des histoires, on est surtout là pour parler des covers. Je l'aime bien celle-là. Bizarrement, je l'aime bien, je vais la mettre dans les barrages. Voilà, je vais la mettre en barrage. Alors après, on a pareil, autre série à laquelle participait de temps en temps Aquaman, à savoir The Brave and the Bold, ce qui lui permettait de faire des feats en fait, c'était vraiment une série pour faire des feats. Donc un avec Hawkman, bon la cover, toujours une espèce de grenouille géante, là bon, ça dégage. Hop, ensuite on a, c'est pareil, toujours la même série, alors là c'est le Aquaman and Atom. Ça doit être le Brave and the Bold 173, je crois, dans mes souvenirs. 73, pas 173, 73. Et là, c'est la première apparition de Vulko. Ah, Vulko apparaît ici, et donc du coup, il va revenir après dans la série principale Aquaman, qui était déjà en cours à ce moment-là, au moment où ça, Aquaman and the Atom, s'est sorti. On était à peu près à l'épisode 34-35 dans mes souvenirs de la série Aquaman, et donc, première apparition de Vulko. Bon bah pour la cover, il y a Atom, il y a une espèce de créature marine une fois de plus, Aquaman qui est piégé dans une bulle de cristal, une histoire que j'ai lue aussi mais dont je me souviens pas vraiment. Faut bien comprendre que tous ces récits se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau, hein. Donc c'est compliqué de faire la différence. Là on a une cover qui sera pas gardée parce que bah, c'est pas beau,
Batman and Aquaman, là, c'est pas terrible. C'est une cover en plusieurs parties. C'est inesthétique au possible. En plus, le titre prend beaucoup trop de place. Regardez, le titre prend quasiment 30% là, de la hauteur de la page. Donc c'est vraiment inesthétique au possible. Ça mérite pas d'être qualifié. En fait, les Brave and the Bold, bon, on va pas se le cacher, c'est pas des covers très jolis, quoi. En fait, le nom à chaque fois des personnages prend beaucoup trop de place sur la page. Et du coup, ça nuit à l'intérêt de la cover, quoi. Alors là, on arrive sur la première série Aquaman de 1962 avec le numéro 1. D'ailleurs, le numéro 1 que j'ai trouvé sur mycomicshop.com, mais je ne l'ai pas acheté, les petits gars, parce qu'en fait, il y a un exemplaire qui est vendu avec une notation de 3/10, donc vraiment piètre qualité, et il est vendu pas moins de 379 $. Alors c'est pas énorme, on n'est pas sur les sommes de Action Comics ou de Amazing Fantasy 15 ou ce genre de comics mythiques, tu vois, qui valent des millions de dollars. On est très très loin de ça. 379 $, je veux dire, c'est abordable pour tout un chacun. Mais bon, 3/10 en termes de qualité, quoi, c'est un chiffon de truc, tu vois. Voilà, ça fait quand même pas loin de 400. Avec les frais de port, ça ferait pas loin de 400 balles pour un truc qui va pas tenir dans le temps ou alors très mal. Et enfin. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée quant à la valeur de ces vieux comics Aquaman. Donc on n'est pas sur du Spider-Man ou du Superman, évidemment, c'est pas les mêmes persos, ça n'a pas la même valeur, mais quand même, ça coûte assez cher. Et c'est vrai que le Aquaman numéro 1, il est quand même assez mythique, avec cette couverture, avec les Fire Trolls qui vont être repris plus tard par notre ami, comment il s'appelait, Eric Larsen, après le run de Peter David. Et les Fire Trolls qui sont repris assez souvent, en fait, je trouve, au cours de la carrière d'Aquaman. C'est vraiment des personnages qui font presque partie du lore d'Aquaman. Bon, la cover, pas terrible, quoi. Les bestioles sont pas très jolies. Aquaman et Aqualad sont derrière en tout petit. Ouais, c'est pas... C'est pareil, c'est une cover qui a un but purement historique, qui a un intérêt, pardon, purement historique. Donc on va la mettre en jaune, pour l'instant, je ne la garde pas. Bon, celle-là, je la dégage parce qu'Aqualad prend plus de place qu'Aquaman, donc c'est inacceptable, même si c'est justifié par le scénario. Ça, c'est l'Aquaman numéro 3, et c'est la première fois qu'on entend le nom du roi d'Atlantide, qui est Stamar à l'époque. Ça va changer en cours de route, ça. Celle-là, je l'ai trouvée pour 725 $. 725 $, avec une notation de 9,4. Donc là, le truc est quasiment comme neuf. Très très bonne qualité. Mais 725 $, j'achèterai jamais ça, sinon je vais me faire tuer par ma femme. Je vais me retrouver pendu dans la cuisine. La cover en elle-même, il y a de la couleur. En fait, ce qui me dérange, c'est le ciel derrière qui est une espèce d'aplat de blanc. Là, c'est pas top, quoi. Ça fait pas trop rêver. Ah là, c'est éliminé. Aquaman et Aqualad qui sont pris au piège d'un pistolet à rayon. Pareil, un grand classique, le pistolet à rayon qui rétrécit ou qui envoie dans une autre dimension. Je rappelle qu'à l'époque, il y a le Comics Code Authority qui d'ailleurs apparaît bien sur les covers. Et du coup, c'est très compliqué. Ça devient de plus en plus rare, les armes à feu. En fait, les armes létales deviennent de plus en plus rares dans leur représentation. Et on leur préfère des pistolets non létaux, des trucs qui te font rétrécir ou qui te font grossir vraiment... comme un ballon de baudruche, tu sais, ou alors qui t'envoie dans une autre dimension. Ça, c'est vraiment le classique ultime à l'époque. On aperçoit le petit lutin Quisp aussi sur la cover, qui est un personnage qui est là depuis Aquaman numéro 1 et qui a été repris par Grant Morrison. T'imagines bien que lui, quand il y a les deux pieds à foutre dans le plat, il les fout. Et le mec t'a ressorti le lutin Quisp de 1962, quoi. Enfin bref, la cover, bon, je vais pas la garder. Alors là, je suis pas en train de faire du vintage bashing, parce que j'aime beaucoup le vintage. C'est juste que là, pour l'instant, ces covers ne me parlent pas. Et puis, il faut quand même que je sélectionne des trucs qui ont de la gueule, parce qu'après, il y a les copains qui vont passer derrière. Donc, faut pas que je leur emmène sur un plateau d'argent des trucs dégueulasses, quoi. Alors là, celle-là, je sais que je vais la qualifier d'office. Je la trouve incroyable, je sais pas. Je trouve que les orques, là, sont super bien dessinés. Il y a une belle dynamique. J'aime bien la perspective, je sais pas, et puis le ciel violet derrière. Là, il y a un truc sur cette cover. Tout l'esprit du Silver Age, là, avec une espèce de sorcier qui a réussi à posséder avec des rayons magiques ces orques qui les retournent contre Aquaman.
Donc la télépathie animale qui ne marche plus pour le coup, voilà, ça aussi c'est un grand classique de l'époque. Celle-là je l'aime beaucoup, hein. Franchement il n'y a pas à chier, quoi. Celle-là je la qualifie direct. Et on a notre première qualifiée. Boum. Une grenouille géante. Hop, ça dégage. Encore une espèce de dragon de mer, on ne sait pas trop ce que c'est. Avec Neptune, le roi Neptune qui chevauche le dragon. Il y a un côté Dark Souls, là j'aime bien. Avec ce roi barbu, son trident et qui chevauche le dragon. Peut-être bien la garder celle-là. En tout cas la mettre en barrage. Un Quispe géant, ça va là-dedans. Alors, Aquaman numéro 13, si je dis pas de bêtises, ou 11. Je confonds toujours les deux, putain, je sais jamais si c'est le 11 ou le 13. C'est le 11. C'est le 11. Première apparition de Mera. Toutes les covers là que je vous montre, c'est signé Nick Hardy. C'était le dessinateur principal à l'époque. Il signait toutes les covers et en plus de ça, il signait les histoires Aquaman. C'est lui qui a pris la relève de Ramona Fradon, qui ne travaillait plus beaucoup sur le personnage, voire quasiment plus à ce moment-là. Une histoire de Jack Miller qui voit la première apparition de Mera, qui nous vient tout droit de sa dimension Aqua, qui est pourchassé par le tyran Léron, qui est un usurpateur de trône en fait, et c'est à cause de lui bien qu'elle se réfugie dans notre dimension qu'elle rencontre Aquaman et Aqualad qui vont l'aider à retourner chez elle pour récupérer le trône. Voilà comment ils se sont rencontrés. Cette cover évidemment que je vais la garder, je la trouve incroyable. Mera dès sa première apparition, la meuf elle est sur une cover, donc elle a de la chance. Je vais la garder celle-ci, évidemment. Pareil, j'aime bien le délire du tourbillon. On est très très profond sous la flotte parce qu'il fait complètement noir autour. Il se passe un truc. La première apparition de Mera, là, j'ai trouvé un exemplaire à 1,5 sur 10 à 80 $. Donc clairement accessible, mais après c'est pareil, tu reçois un bout de PQ dans la boîte aux lettres, c'est pas très intéressant quoi. Et un exemplaire un peu mieux noté à 4,5, c'est pas non plus la panacée, mais c'est quand même bien mieux. Par contre là, faut aligner, faut mettre 300 balles. Donc ça c'était le numéro 11, ensuite on arrive sur le numéro 12. Le numéro 12 il a la particularité de nous présenter deux histoires. Parce que c'est vrai que jusque là en fait, chaque issue égale une histoire en fait. Découpée en 3 chapitres, mais une issue égale une histoire. Et là pour le coup, eh bien, on a deux histoires. Voilà la particularité de ce numéro 12. La cover, on a Aquaman qui est sur Storm. Bien que Storm n'ait pas encore été nommé à ce moment-là. Mais il est déjà sur ce qui ressemble à un hippocampe. De Cosmic Gladiator. Allez, ça dégage. Celle-là, elle est stylée. Mera qui est sur une palourde géante avec des dents, là, bam. Il y a un côté un peu Poison Ivy, mais dans la flotte, tu vois. Vous imaginez à la place de la palourde d'une plante carnivore et on a Poison Ivy, quoi. J'aime bien celle-là. À ce moment-là, Mera, elle revient tous les 2 épisodes. Donc là, on est sur le 13. Mera, je la garde, Mera elle est tellement stylée. En fait, quand tu mets Mera sur une cover, tout de suite ça. Bam. Bah, ça met de la couleur, c'est con, tu vois, mais la meuf, elle a... son code couleur, c'est le rouge et le vert, donc tout de suite ça. Bam. Visuellement, c'est impactant, quoi. Et puis, elle est toujours sexy as fuck, quoi, s'il faut le dire. Bon, à cette époque-là, elle était moins sexy, c'était les années 60, donc évidemment, on était un peu plus prude dans la représentation de la femme, avec toujours le CCA, mais elle avait déjà du charme, quoi. Elle était ultra badass. Et encore Mera sur cette cover, bon, là je la trouve peut-être un peu trop chargée, je sais pas. Ça me dérange un peu, ça dégage. Pareil, celle-là je la retiendrai pas, les brouillons, c'est pas trop ce qui se passe. Un tourbillon encore et toujours, bon. Alors, des petits bonhommes verts, assis sur un rocher au beau milieu de la flotte, Aquaman qui tombe amoureux de cet extraterrestre. L'histoire est cucu, mais bon, ça, de toute façon, je vais arrêter de le préciser parce que c'est généralement le cas dans 90% des trucs qu'on va passer aujourd'hui en revue. Hein. Bon, la cover est un peu kitschouille. Hein. Je peux pas présenter ça aux copains, c'est pas possible. Ensuite, alors là, le numéro 18. Le numéro 18, les petits gars. Là, on est sur une cover absolument mythique. Pour plusieurs raisons. Déjà, la cover en elle-même, elle envoie du lourd, je trouve. Voilà, la salle du trône, le mariage de... Bon, j'aurais préféré qu'ils soient en tenue cérémonielle, un truc un peu plus classe que juste leur simple tenue de super-héros et de super-héroïne, quoi. C'est vrai que ça aurait eu plus de gueule s'ils avaient été bien habillés pour l'occasion, parce que c'est quand même leur mariage, quoi. Tu viens pas habillé avec un t-shirt orange, gros. Mais bon,
Mettons, il y a quand même toute la Justice League, on a Green Arrow, on a le Martian Manhunter. Alors Green Arrow il est sur la cover mais il est pas dans le bouquin, il a pas été invité en vrai au mariage, là c'est mensonger. Mais il y a bien Batman avec son petit scaphandre, là ça m'envoie du rêve, Flash pareil, Superman il est tellement stylé qu'il a pas besoin de scaphandre, Wonder Woman, Green Arrow, il y a tout le monde, hein. Enfin il y a tout le monde, il y a les principaux on va dire quoi. Donc c'est stylé, il y a la Justice League au complet pour le mariage du roi. Premier mariage chez DC Comics, premier mariage en direct, hein, voilà, dont la noce est racontée, pas vraiment, parce qu'en fait, la noce, elle représente qu'une case à la toute fin de l'histoire, en fait. D'ailleurs, c'est une case qui ressemble grosso modo à ce que vous avez sur la cover, parce qu'en fait, il faut que Mera se fasse accepter en tant qu'Atlante pour pouvoir prétendre à être la reine. En fait, dans cet épisode numéro 18, il se passe plein de choses. Le roi, alors c'est Pustamar, il a changé de nom entre temps, c'est un autre roi, mais en fait il meurt en début d'épisode et les Atlantes ils sont comme des cons parce que ce roi il n'avait pas de descendance et donc il demande à Aquaman de prendre la succession du trône. Parce que c'est un mec qui les aide constamment. Faut vraiment lire les histoires du Silver Age pour comprendre que Aquaman il est tout le temps en train de les sauver. Les mecs ont pas d'armée, ces trois pignoufs en sandales et en short au fond de la flotte, ils servent à rien, vraiment c'est pas du tout les Atlantes tels qu'on se les représente aujourd'hui dans la mythologie Aquaman quoi. Avec une puissante armée, une technologie de fou furieux. À l'époque c'était trois connards sous la flotte en sandales. Hein. Et en fait ils sont nazes et donc le roi est mort donc du coup il demande à Aquaman de prendre la succession. Et Aquaman accepte, seulement Aquaman, on apprend dans cet épisode qu'il est en couple avec Mera. Parce que Comics Code Authority oblige, même si ça fait déjà 3-4 épisodes qu'ils se connaissent, on ne les a pas vus une seule fois fricoter ensemble. On pensait que c'était juste les meilleurs amis du monde, tu vois. Mais bon, l'amitié entre un homme et une fille, t'imagines bien que c'est compliqué, quoi. Et en fait, on apprend dans cet épisode que non, ils étaient bien ensemble, c'est juste qu'on ne le voyait pas, parce que comme Comics Authority, il fallait pas montrer un couple s'embrasser ou ce genre de choses, quoi. Donc ils sont bien ensemble, et Aquaman, du coup, il est un peu baisé parce qu'on lui demande de prendre le trône, ce qu'il voudrait bien faire, mais en fait, il n'a pas le droit, parce qu'il faut à tout prix qu'il épouse une Atlante. Et Mera n'est pas Atlante, elle vient de la dimension Aqua à ce moment-là. Qui n'est pas encore appelé Xebel. Xebel, c'est le nom du scientifique qui aide Mera, en fait, à faire le voyage à chaque fois, parce qu'il y a un portail interdimensionnel entre la dimension Aqua et notre monde, l'Atlantide. Et en fait, Mera passe par ce portail régulièrement, et en fait, ce portail, il a été créé par un scientifique qui s'appelle Xebel. Voilà. Mais la dimension de laquelle elle vient ne s'appelle pas encore Xebel. Ça, c'est une invention de peut-être Geoff Jones. En tout cas, ça vient beaucoup plus tard. Quoi qu'il arrive, donc elle n'est pas Atlante, donc Aquaman ne peut pas s'asseoir sur le trône. Et il va se passer des péripéties dans cet épisode qui font que bien Mera elle va clairement gagner la confiance du peuple Atlante qui va la considérer comme telle, et de ce fait eh bien, ils vont permettre à Aquaman de l'épouser et de devenir roi. Donc en fait un épisode dans lequel il devient pour la première fois roi d'Atlantide, et en plus de ça il épouse Mera quoi. Voilà. Donc c'est la putain de classe, et c'est le premier mariage d'ici comme ça aussi en direct quoi, dans un comics. Donc c'est la méga classe quoi. Aquaman pionnier dans le mariage. Donc rien que pour ça, ça va tout en haut évidemment, et ça c'est une cover les petits gars qui va aller très très loin. En tout cas je dis ça, après je serai pas tout seul à classer pendant le playoff, mais là il est obligatoire que celle-là je la mette en phase finale quoi. The Fearful Freak of Atlantis. Donc celle-là que je viens de mettre dans la catégorie rouge parce que vraiment Aquaman est dégueulasse sur cette cover. Regardez sa tête. Alors là il est déformé etc. Ok, mais il est quand même affreux. Donc rien que pour ça la cover mérite d'aller dans le rouge. Mais cet épisode là, Aquaman Fearful Freak from Atlantis, c'est l'épisode introductif du Fisherman. Le Fisherman c'est le deuxième super vilain d'Aquaman. Le premier était le Captain Blackjack. Mais le Captain Blackjack, en fait, il n'a pas survécu aux années 50. Captain Blackjack, c'est un pirate qui est apparu pour la première fois dans le Morphin Comics 74, donc dans le deuxième épisode d'Aquaman. Et il va revenir pas mal de fois pendant le Golden Age. J'en parlerai dans la vidéo dédiée au Golden Age de Captain Blackjack. C'est juste un pirate qui n'a pas de super pouvoir, mais sa particularité, c'est que c'est un personnage qui est récurrent. Et au Golden Age et même Silver Age, les personnages récurrents sont rares, surtout au Golden Age. En fait, il n'y en a pas. Il y en a un qui revient 3 fois. Il y a le lion de mer qui est en très gros le premier acolyte d'Aquaman qui s'appelle Ark, qui lui va revenir 8 fois sur plus de 130 récits, tu vois, donc c'est rien.
Et on a le Captain Blackjack qui est lui très présent en fait. C'est le deuxième personnage du Aquaverse le plus présent à ce moment-là. Mais le Captain Blackjack, il va disparaître après une ultime histoire en 1950 et on ne le reverra plus. Alors Dan Abnett, on a fait une réutilisation assez intéressante pendant l'ère Rebirth. Mais c'était pas vraiment le Blackjack original, on est d'accord. Mais voilà, il faut attendre après donc 1965 pour avoir l'apparition du deuxième super vilain officiel, le Fisherman, qui est un super vilain qui va revenir. C'est pour ça que je dis super vilain officiel. En fait, je prends en compte les personnages qui reviennent. Si un personnage il est là que sur une histoire et qui revient pas, je le considère pas comme un super vilain, quoi. Alors après on est sur le numéro 22, donc là on a une aventure aussi assez intéressante avec la sœur jumelle de Mera. On ne savait pas qu'elle avait une sœur jumelle, on l'apprend dans cet épisode. Évidemment elle va être utilisée, en fait elle va être manipulée par un personnage masculin de mauvaises intentions, dans le but évidemment de nuire à Aquaman, hein, afin de faire, comment dire, une usurpation d'identité vis-à-vis de la vraie Mera, et donc on a ce Aquaman qui ne sait plus qui est vraiment sa femme. Ça c'est quelque chose qui va d'ailleurs revenir, notamment pendant l'ère New 52. On va faire revenir encore cette idée de sœur jumelle de Mera, mais ça sera pas tout à fait la même. Ici elle s'appelle Illa ou Ella dans mes souvenirs, alors que celle qu'on connaît maintenant, elle se fait appeler Siren. Voilà. Tac, et donc, bon, la cover, je vais pas la garder. Elle est sympathique. En fait, le problème, c'est que là, même les covers que je mets dans la catégorie rouge, je les trouve quand même jolies, parce que c'est Nick Cardy, tu vois. Et moi, Nick Cardy, c'est un artiste que j'aime beaucoup sur Aquaman. C'est un de mes artistes préférés. Je le mets quasiment à la même hauteur que Ramona Fradon, en vrai. Hein. Pour moi, il a fourni un travail incroyable sur le perso. Il a tenu toute la première série, toutes les covers de la première série et la quasi-intégralité de la première série en ce qui concerne les histoires, quoi. Donc il a fourni un travail qui est colossal aussi sur le perso et inoubliable. Et c'est lui qui a dessiné pour la première fois Mera, Black Manta, Ocean Master, enfin toute la galerie, quoi, tu vois. Le Fisherman, le Scavenger. Donc pas Aqualad, Aqualad c'est Ramona Fradon qui l'a dessiné en premier. Mais bon, voilà, ça reste Nick Cardy, c'est magnifique, ça me fait quand même chier d'éliminer ses dessins, mais il faut bien en choisir. Bon là, le piranha géant avec le bébé, ça c'est Masterclass. C'est Masterclass, The Birth of Aqua Baby. On est sur le numéro... Alors c'est le numéro combien? Moi les numéros j'ai du mal. Autant les années ça me va. Là je sais qu'on est en 1965 par exemple. Mais les numéros, j'ai toujours du mal. C'est le numéro 23. Voilà. Et donc, tout comme Aquaman était le premier personnage de l'univers DC à se marier, eh bien Aquaman est le premier personnage de l'univers DC à avoir un bébé pareil en direct dans une histoire. Donc ça, une fois de plus, c'est la méga classe. Le mec, il est pionnier dans quand même beaucoup de choses. Et une fois de plus, bon, la naissance du bébé, alors elle dure tout l'épisode. C'est un épisode très long en 3 chapitres. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cet épisode parce qu'on a beau être au Silver Age, pour une fois, il y a quand même de l'enjeu, il se passe un truc grave. Mera est en train de mourir, l'accouchement se passe très très mal. Et en très gros, un médecin explique à Aquaman qu'il va falloir aller récupérer, alors je sais plus ce que c'est, des types de plantes, je crois, un peu partout, dans des zones dangereuses, et lui ramener afin qu'il concocte un élixir. Dans mes souvenirs, c'est ça. Pour sauver Mera, parce que sinon Mera meurt avec le bébé. Donc en fait c'est un épisode dans lequel il y a beaucoup d'enjeux et qui dénote littéralement avec ce qui se faisait jusque là, hein, pour le coup, parce que c'est vrai que le Silver Age on est toujours sur une note très légère où il se passe pas grand chose de vraiment dangereux, quoi. Les choses reviennent, quand ça part un peu en javel, ça revient très vite dans l'ordre, il n'y a plus d'armes à feu, enfin voilà, il n'y a pas de notion de violence, ou il n'y a pas de notion de drame, tu vois. Et là pour le coup il y a dans cet épisode là. Et franchement il a de la gueule, un très très bon épisode que je vous inviterai à lire quand même. C'est donc le numéro, on disait 23, la naissance du bébé. Et même la cover je la trouve stylée, quoi. Cette espèce de piranha immense là avec le bébé qui le contrôle. Parce que le bébé il a les pouvoirs de son père et les pouvoirs de sa mère, donc il est craqué, hein.
Alors à cette époque-là, Mera, elle contrôle pas l'eau comme elle le fait aujourd'hui. C'est pas encore de l'aquakinésie comme on appelle ça maintenant, où elle peut vraiment faire ce qu'elle veut avec la flotte. En fait, à l'époque, elle module des objets avec de l'eau dure. En fait, elle transforme l'eau en une substance solide, comme de la glace en fait. Et par exemple, elle fait des épées, elle fait des pics, elle fait pas mal de choses, généralement des armes, tu vois, ou des gros cubes. Enfin voilà, elle peut vraiment solidifier la flotte et s'en servir comme d'objet ou comme d'arme. Mais il n'y a pas encore ce délire complètement craqué d'aquakinésie où elle peut extraire toute la flotte que tu as dans ton corps. Tu vois, ça vient une fois de plus bien plus tard. Et donc le bébé il a les deux pouvoirs, donc complètement craqué du slip. C'est dommage qu'il meure si jeune et je pense que ça aurait pu être un personnage de ouf. Alors ça c'est la cover qui a été choisie pour le showcase présente Aquaman numéro 3, puisque la cover du 2 c'était celle du mariage mais recolorisée, et la cover du 1 c'était celle du showcase numéro 31. Ouais, ça devait être ça. Et donc pour le showcase présente Aquaman volume 3, qui est le dernier de l'édition, eh bien ils avaient sélectionné cette cover. Toujours ce délire de tourbillon, c'est très présent ça au Silver Age, les tourbillons, les armes qui font des tourbillons. Avec OGRE Ogre, qui est une organisation multinationale très puissante. On note aussi que c'est le début des covers avec un bandeau en forme de damier en haut là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ça va pas rester très longtemps, mais je trouve pas ça très esthétique, pour le coup je vois pas trop le rapport en fait. Rien que pour ça, ça dégage. Allez, hop. La cover est sympa, mais une fois de plus, il ne peut en rester 15. Épisode 29, première d'Ocean Master. Et c'est rigolo en fait parce qu'à chaque fois qu'un super vilain est créé, notamment, surtout le Ocean Master et Black Manta en fait, donc les deux super vilains principaux, en fait, dès leurs premières apparitions, on considère que c'est pas la première fois qu'ils affrontent Aquaman. En fait, ils existaient déjà avant, c'est juste la première fois que nous on les voit, mais on te fait comprendre qu'ils étaient déjà là, ils se sont déjà rencontrés avec Aquaman, tu vois. Et ils vont refaire le coup pour Black Manta. Du coup, ça casse un peu le mythe de la première apparition du super vilain ultime, tu vois. Parce que tu te dis, putain, ils se sont déjà tapés sur la gueule avant, ils se sont déjà rencontrés, mais moi je l'ai pas vu, et ça c'est un petit peu dommage. Ils ont fait ça avec Ocean Master, ils l'ont refait avec Black Manta sur le numéro 35. Donc le numéro 29, Ocean Master, j'aime beaucoup cette cover. J'aurais peut-être préféré que l'eau derrière soit bleue, pas verte, parce que là t'as l'impression qu'il est dans une rivière dégueulasse, polluée. C'est un peu problématique toujours, hein, ce choix de couleur verte pour représenter les fonds marins, moi j'ai du mal. Pour moi l'eau verte, ça me fait penser à une rivière, tu vois, un fleuve ou... Mais la cover elle a quand même de la gueule. Après faut pas que je me laisse biaiser par l'aspect historique de la cover aussi, tu vois. C'est la première fois qu'on voit Ocean Master. Non mais quand même, elle est stylée en vrai. Elle est stylée. Allez hop, on la met en vert. J'ai un peu galéré là à monter le truc jusque là-haut. Et celle-là aussi, elle est stylée. Elle est stylée. Le problème c'est que j'aurais peut-être préféré qu'elle soit plus cadrée. T'as l'impression que c'est mal cadré là, tu vois. On voit pas Hawkman. Hawkman aurait dû être plus à gauche. Aquaman plus au centre. On porte un cercueil. Alors c'est plutôt une planche achetée à Casto. Ça casse un peu le délire en vrai. Ce qu'il aurait fallu, si on voulait à tout prix montrer que c'est Aquaman qui est mort, c'est mettre un cercueil mais sans le recouvrir jusqu'à la tête. On aurait pu faire un beau cercueil avec du coquillage ou du corail, avoir un peu d'imagination. Là c'est vrai que c'est juste une planche d'étagère. C'est pas top quoi, ça casse un peu le délire. Hein. Puis le Deadman il a une tête affreuse là-dessus. Il y a Mera et Wonder Woman là-bas en arrière-plan. L'idée est bonne, mais ça manque un peu d'ambition, on va dire. A noter que cet épisode, là, qui est le numéro... Alors celui-là, c'est le numéro 30, présente la ville de Necrus. Necrus de Black City. Et Necrus, c'est la ville qui a été reprise par James Wan dans Aquaman and the Lost Kingdom. Voilà la petite ref. Donc James Wan, il est allé chercher cette ville de Necrus qui n'apparaît qu'une seule fois dans cet épisode numéro 30 du Silver Age. Donc là, on doit être en 1965.
1966 plutôt, parce que Ocean Master a été créé en 66. Donc là, on est entre 1966 et 1967. On a Necrus de Black City, qui est une ville gouvernée par une espèce de tyran, enfin voilà, sous la flotte. Et donc ça, James Wan, il allait chercher cette ville-là, qui n'a apparu qu'une seule fois, pour mettre dans son film. Et qui n'a aucun rapport avec Kordax, qui plus est. Donc j'en étais où? J'en étais... alors là, on est sur le numéro 33, donc première apparition de Tula. Première apparition de Tula, il y a un exemplaire en qualité 4/10 qui coûte 33$. J'aimerais bien me faire vraiment toutes les apparitions, toutes les issues avec les premières apparitions des personnages majeurs. Donc une Tula évidemment. Ocean Master, mais Ocean Master, si tu veux, bon, il y a un exemplaire en qualité 4.0 qui fait 110$. Aïe. Un exemplaire à 30$, beaucoup plus abordable, mais qualité 1.8, donc un chiffon quoi. Et sinon tu as le 9,2, donc là le truc est quasiment neuf, il a jamais servi quoi. Mais 1100$ si tu veux, donc c'est hors de question. Mais ça aurait été un beau rêve ça, de pouvoir collectionner vraiment en bonne qualité évidemment. Les issues marquantes, pas les 63 issues de la première série, calme-toi, mais les issues vraiment marquantes avec première de Black Manta, première de Ocean Master et compagnie. Et Necrus de Black City. Non, je déconne. Et pour le coup, il y a un exemplaire à 325$ de Necrus de Black City pour une qualité de 9.0 quand même. Là, de toute façon, plus on va avancer dans le temps, et moins les exemplaires seront chers, évidemment. Donc, apparition de celui-là, et bien cette cover, je l'aime bien. Je la trouve stylée. C'est juste qu'il n'y a pas Aquaman dessus. On va la mettre dans les matchs de barrage. Voilà. Je l'élimine pas complètement. Alors, Aquabeast. Aquabeast, c'est la première version de Thanatos. Cette idée que Aquaman, il a un double maléfique qui est encore plus puissant, plus fort. Ça va revenir après. Après, ça sera Thanatos, donc, qui est un super vilain assez important de l'univers d'Aquaman, qui n'a pas été repris récemment. Hein. Thanatos, ça fait des années qu'on l'a pas vu. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, Thanatos, c'était dans le run de Monsieur Peter David. Voilà. Et là, c'était Thanatos avant Thanatos. Là, on l'appelait l'Aquabeast pour le coup. Bon, la cover, elle dégage. Hein. Pas très intéressant. Alors là, celle-là, évidemment qu'elle est sélectionnée d'office. Parce que là, on a sur la même cover les petits gars. Donc ça, c'est l'épisode 35. On est en 1967. Et là, les petits gars, c'est l'arrivée de Monsieur Black Manta. La première apparition de Black Manta. Et comme vous pouvez le constater sur la cover, il y a aussi Ocean Master dans la même histoire. C'est-à-dire que... Alors là, on nous refait le coup qu'on avait déjà fait avec Ocean Master. D'entrée de jeu, Black Manta nous est présenté comme le pire super vilain d'Aquaman. C'est marqué noir sur blanc par Bob Haney, qui est le créateur de tous ces personnages. Hein. Bob Haney qui nous dit d'entrée de jeu, Black Manta est de retour, le plus dangereux des super vilains d'Aquaman. Sauf que c'est la première fois qu'on le voit. Donc en fait... c'est comme s'il existait déjà avant, mais qu'on ne l'avait jamais vu. Et ça, c'est vraiment problématique. Je trouve que ça casse vraiment... ça casse quelque chose, quoi. Et dans cette histoire, on comprend qu'Ocean Master n'est pas si méchant que ça, en fait, tu vois, parce qu'il sauve le bébé qui se fait enlever par Black Manta. Black Manta, il a un truc avec les gosses. Je sais pas... il a un côté un peu fourniret, il y a un truc, tu vois, mais il aime bien enlever les gamins, lui, tu vois. Donc là, il enlève une première fois le Aqua Baby. Mais là, pour le coup, il n'a pas le temps de le tuer, contrairement à ce qui va se passer en 77. Il n'a pas le temps de le tuer parce que Ocean Master vient libérer le gamin, sous prétexte qu'il n'y a que lui qui a le droit de faire du mal à Aquaman. Tu vois, voilà. C'est ce délire-là. Mais tu comprends quand même qu'il vient de sauver le gamin, donc du coup, en termes de, comment dire, sur l'échelle du mal, tu vois, il est redescendu d'un cran Ocean Master à partir de cette histoire. Par rapport à Black Manta qu'on n'avait jamais vu et qui lui vient faire du sale d'entrée de jeu, il enlève le gamin pour le buter, mais il n'a pas le temps, heureusement. Il condamne aussi l'Atlantide parce qu'en fait il va drainer toute la flotte qui se trouve dans Atlantide, enfin il va empoisonner la flotte, voilà, je cherchais le terme, et du coup ça va forcer les Atlantes à purger leur cité, à dégager toute la flotte, sauf que les Atlantes ils peuvent pas rester à ce moment-là plus d'une heure en dehors de l'eau, parce que sinon ils meurent asphyxiés, ils ont besoin d'eau. Donc tu vois, le mec il arrive d'entrée de jeu, il fait du sale quoi. Bam.
Et cette histoire est très très cool, vraiment. Rien que pour la relation qui commence à se dégager entre Ocean Master et Aquaman. Et puis franchement la cover, putain je la trouve hyper stylée quoi. Allez, ça c'est évidemment que c'est qualifié. Tu vois, ça je savais pertinemment que j'allais la garder celle-là. Alors il y a intérêt historique aussi, hein, on va pas se le cacher. Intérêt historique, mais même, franchement je trouve que... Tu peux pas le mettre plus en mauvaise posture le personnage. Là t'as envie de lire l'histoire. Celle-là je la garde, donc ça c'est l'épisode avec le Scavenger, là on le voit vraiment. Et en fait il fait pourrir la flotte. Il a un procédé, comment dire. En fait avec sa machine là il arrive à faire tourner l'eau. À la faire pourrir quoi. Et bah là c'est ce qu'on voit, l'eau devient toute gluante, toute dégueulasse. Ça fait crever toute forme de vie autour. Et donc Aquaman va devoir vaincre le Scavenger pour la première fois de sa carrière. Et la cover, je la trouve incroyable. When the Sea Dies. Bam, rien que le titre, tu vois, sur le côté là. Lui qui tient Mera qui semble morte, la flotte qui est complètement pourrie. On a ce qui semblerait être le Morse Tusky, donc un des meilleurs amis du héros, qui est là, Red Morse sur le côté. Donc là c'est pareil, t'as envie de lire le bouquin, quoi. Tu te dis, attends, il se passe des trucs de dingo là-dedans. Hop, donc celle-là, évidemment, je la sélectionne. Alors là, le Aquaman 40. Avec une cover que je ne le garderai pas, parce qu'il y a un aspect crayon de couleur qui me dérange. Tu sais, au niveau de la colorisation, j'ai l'impression que ça a été fait au crayon de couleur. Alors ça plaira à certains, moi c'est pas mon cas. Par contre, petite anecdote concernant cette cover de l'épisode 40, enfin concernant l'épisode 40, c'est l'introduction, c'est le premier épisode de l'arc qui s'appelle The Search for Mera, et qui va être la première histoire longue d'Aquaman. Parce que jusque là, Aquaman, il avait que des histoires en un seul épisode. C'est-à-dire que tu arrivais à la fin de l'issue et tu passais à une autre histoire complètement différente. Il n'y avait pas vraiment de continuité. Le seul truc qui revenait, c'était le statu quo. Et le statu quo, c'était avant Mera, c'était Aquaman et Aqualad qui se baladent dans le soleil couchant à la recherche de chalutiers en détresse ou de gens à aider ou d'animaux à sauver, tu vois. Ça, c'était le statu quo, et donc, enfin, le statut initial de chaque histoire. Et le statut final équivalait à un retour au statut initial, ça je l'avais déjà expliqué sur la review du Silver Age. Et après il y a eu la rencontre avec Mera, il y a eu le mariage, et là le nouveau statut initial c'était Arthur est roi d'Atlantide, il est dans sa salle de trône, il y a Mera à côté, il y a Aqualad qui fait des trucs de gamin à côté aussi là, et on vient lui soumettre un problème, on vient lui demander de l'aide, etc. Et donc là il part à l'aventure, et quand il revient, les choses n'ont pas évolué, le bébé n'a pas grandi, etc. Voilà. Donc pareil, statut final qui vient recoller au statut initial en fait. Donc il n'y a pas vraiment d'évolution. Tu as un fil rouge, mais tu n'as pas énormément d'évolution de personnage ou de situation, de ce genre de choses. Personne ne meurt. À ce moment-là, je parle. Donc les choses n'évoluent pas. Et là, enfin, tu as une histoire qui va nécessiter, je crois, 9 épisodes. C'était 8 ou 9, je crois que c'était 9 épisodes. 40 à 48. Oui, c'est ça, c'est 40 à 48. Donc là, en fait, par exemple, t'achètes le 42, t'es obligé d'avoir lu le 41. Ça marche plus comme avant. Parce qu'avant, tu pouvais lire le 35 sans avoir lu le 34, tu vois. Mais là, c'est mort maintenant. Là, c'est mort parce que c'est une seule et même histoire sur plusieurs issues. Donc, coup de génie. Ça, c'est l'épisode qui marque l'arrivée au dessin de Jim Aparo. Alors, pas sur la cover, c'est toujours Nick Cardy. Mais par contre, c'est Jim Aparo qui devient dessinateur principal de la série. Et c'est Steve Skitz qui prend la relève de Bob Haney au scénario. Bob Haney qui, lui, avait pris la relève de Jack Miller. Ok, voilà, donc là, on en est là en termes de scénariste. Bob Haney, Steve Skitz et Jim Aparo pour l'équipe créative. Et la cover, ouais, je la trouve pas spécialement, pas spécialement top, quoi. C'est pas celle qui a été gardée d'ailleurs pour le TPB The Search for Mera, et c'est pas plus mal. D'ailleurs, celle qui a été gardée, on va en parler juste après. Donc là, on est toujours sur The Search for Mera. Excellente histoire, vraiment. Ça existe en TPB, en VO, malheureusement, il n'y a pas de VF là-dessus. Hein. Mais vraiment, si vous voulez lire du Aquaman vintage sans que ça le soit trop, sans que ce soit vraiment trop débile, comme c'était le cas sur le Silver Age, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de lire Search for Mera. Vraiment, c'est une très très bonne histoire. C'est génial. Il va se passer beaucoup de choses pour Aquaman. Déjà, c'est, comme je viens de le dire, la première histoire longue, premier arc en plusieurs épisodes. Donc au niveau de la forme, il y a un changement par rapport à ce qui se faisait avant. Et même au niveau du fond.
avec ce discours sous-jacent sur le fait que Aqualad doivent devenir enfin un homme, ils doivent mûrir, tu vois, ils doivent s'émanciper un petit peu de son mentor. Aquaman qui redevient presque solitaire lui aussi dans ses aventures, parce que Mera n'est pas là, hein, le but c'est de la retrouver, donc elle n'est pas là, et Aqualad il est écarté d'entrée de jeu. Donc en fait Aquaman va redevenir un héros solitaire comme il était au Golden Age et au tout début du Silver Age. Et puis j'ai trouvé le propos aussi un peu plus dur que ce qui se faisait au Silver Age. Là il y a de plus en plus d'armes à feu, on voit un cadavre à un moment donné alors que ce n'était pas le cas au cours du Silver Age, tu voyais pas de cadavre, les gens étaient juste assommés, ligotés, c'est tout. On tuait pas les gens au Silver Age. Là tu vois des cadavres, il y a des histoires de mafia, enfin voilà, c'est... Bon ça reste assez léger, on n'est pas sur un truc hyper violent, qu'on se le dise. Mais quand même, je trouve qu'il y a une vraie évolution, et comme je l'ai toujours dit, pour moi, The Search for Mera, c'est le premier récit Bronze Age vraiment d'Aquaman. On est en 1968, et pour moi, c'est ce qui le fait rentrer dans le Bronze Age. Celle-là, elle va être sélectionnée directement. Le titre a complètement changé de typographie aussi. C'est très étrange qu'il l'ait fait pour ce numéro et pas pour les autres. Comme vous pouvez le constater, il y a une police de caractère qui est conservée depuis le premier épisode d'Aquaman, hein. Qui était déjà présente au cours du Golden Age. Cette police de caractère Aquaman, elle est très très vieille déjà à ce moment-là, elle a déjà quand même pas mal d'années, hein. Parce que dans les Adventure Comics déjà on l'utilisait, bien qu'il ne soit jamais en cover à ce moment-là le personnage, mais on l'utilisait toujours sur les premières pages des histoires. Et là on décide de la changer la typo. Alors je comprends pas le délire, mais en tout cas ça rend super bien, avec cet aspect un peu roche volcanique là, geyser, tu sais, tu sens qu'il fait chaud, l'effet de chaleur est super bien rendu, et t'as un faisceau, bam, sur Black Manta qui est en train de soulever le cadavre d'Aquaman, en tout cas il est inconscient. Is this my foe? Elle est magnifique cette cover, magnifique, du grand Nick Cardy quoi. Et de ce fait, elle va évidemment être conservée sans aucun problème. Et petite anecdote, je l'ai revue cette cover, elle a été refaite plus récemment, mais alors je sais plus à quelle occasion. Mais je l'ai revue, ça m'avait choqué, enfin ça m'avait choqué dans le bon sens du terme quoi. J'avais grave apprécié le clin d'œil. Il y a un artiste qui l'a refaite. Mais alors c'était pourquoi? Peut-être pour du Aquaman Rebirth, ou peut-être pour du Kelly Sue Déconique, mais je l'ai vu cette cover il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, dites-le moi dans les commentaires si ça vous dit quelque chose. Mais incroyable. Bon bah celle-là on va la dégager tout de suite. Rien de très intéressant. Celle-là je l'aime beaucoup mais elle est très mensongère parce qu'il y a à aucun moment dans l'histoire, donc là on est toujours sur The Search for Mera, et à aucun moment dans l'histoire il y a cette situation qui aurait pu être très intéressante. The tide will be up in about an hour. Ouais. Là les mecs sont en train de le suspendre au-dessus de la marée est basse, ils lui expliquent que la marée sera haute dans 1 heure. Le problème c'est qu'il sera mort bien avant, et ça ils le savent et ils en jouent, tu vois. Et j'aime beaucoup une fois de plus la perspective avec la pleine lune derrière, les mafieux là, avec leurs chapeaux et tout. J'aime beaucoup l'esthétique de cette cover, je vais la garder, je la trouve incroyable. Elle m'avait marqué celle-là quand je lisais le TPB Search for Mera. Elle fait partie des covers qui m'avaient tapé dans l'œil déjà. On la conserve. Et alors celle-là, c'est celle qui a été gardée justement pour le TPB, The Search for Mera. Et alors c'est pareil, à aucun moment ça n'arrive dans l'histoire. Il y avait des covers assez mensongères, hein, surtout à ce moment-là. Mais elle est sublime. Le petit soleil couchant, ou soleil levant, on s'en fout. Le cadavre d'Aquaman dans la flotte. Wanted by the Underworld, dead. Et cette femme qui pleure là-bas, et je sais pas qui c'est évidemment pas Mera. Et on sait pas qui c'est en fait, cette bonne femme. Dans mes souvenirs, elle apparaît pas dans l'histoire. Ou en tout cas, elle m'a pas marqué, donc c'est qu'elle a pas un rôle très important, quoi. Mais cette cover, je la garde. Vraiment, pour moi, elle est très très importante. Celle-là, je vais pas la garder. Parce qu'il y a celle-là avec le Bugala, et celle-là, j'ai bien envie de la garder, mais j'ai plus beaucoup de place, bordel. Le Bugala, c'est un espèce de dragon aquatique qui apparaît justement dans The Search for Mera pour la première fois. Et Aqualad essaye de l'affronter tout seul en vain. C'est quand même une créature qui est très puissante.
Mais au moins il aura essayé le Ptio. Et le Bugala il revient aussi juste avant les événements de la mort du prince. Donc le Bugala, si vous achetez la mort du prince en VF chez Urban, eh bien vous aurez une petite histoire introductive avec le Bugala qui essaye de casser le dôme de l'Atlantide. Donc bon, après voilà, ça reste une créature un peu beubeu, quoi. Elle est juste là pour bouffer, pour détruire. Il n'y a pas vraiment de leitmotiv derrière, mais je la trouve assez intéressante dans son esthétique. On dirait un peu un dragon chinois, tu vois. J'aime beaucoup cette bestiole. C'est dommage qu'elle n'a pas été reprise au ciné, elle aurait pu. Ça aurait pu être hyper impactant d'avoir cette espèce de dragon sous-marin dans un film Aquaman. On ne l'a pas eu. Donc le Bugala, je le garde là, parce que franchement, je la trouve sublime cette cover. N'empêche que celle-là, elle est quand même classe. Hein. J'avais pas vu là le fait qu'il y ait des espèces de mecs hyper chelous avec des lances et tout qui attendent Aquaman pour lui tendre une embuscade là. Ah, je l'aime bien celle-là en vrai. Hein. Puis j'aime bien le jeu de couleurs aussi. Ah, je vais me la garder quand même en barrage. Alors celle-là, je la trouve dégueulasse, particulièrement, là, celle-là, là, je la trouve dégueulasse particulièrement. Là, on est au début de l'arc City on the Edge of Nowhere, où Aquaman il est envoyé dans une dimension très très étrange, complètement psychédélique. T'as l'impression qu'il a fumé de l'AV ou des trucs très... Ou alors qu'il a pris carrément des shampoings, tu vois, il se passait un truc. T'es en plein délire d'un hippie qui aurait trop fumé à Woodstock, quoi. C'est n'importe quoi, il est dans une espèce d'océan, mais de toutes les couleurs, il n'y a pas d'eau, mais il arrive à nager comme si c'était de l'eau, il arrive à respirer comme si c'était de la flotte, mais c'est pas de l'eau. Et il y a cette ville où personne ne parle. Oh, c'était un délire incroyable. Et là, pour le coup, c'était très Silver Age dans l'esprit. Et là où ça me dérangeait, c'est que c'était l'arc qui venait après The Search for Mera. Donc The Search for Mera fait un bond en avant. T'as l'impression vraiment de passer dans une nouvelle ère, dans quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus terre à terre aussi. Même s'il y a quand même des réminiscences du Silver Age, genre, je cherche pour mes reins. Mais t'as l'impression quand même de passer sur quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus sérieux. Et là, on te remet un truc tout droit sorti des années 60, alors qu'on est au tout début des années 70. C'est trop vieux, c'est trop kitsch au moment où ça sort. Et puis la cover parle d'elle-même, quoi. Ça donne pas envie, vraiment, ça donne pas envie, quoi. Alors là, les petits gars, Aquaman numéro 53. Là, on est sur un potentiel winner. Si j'avais été tout seul, tout du long de ce grand tournoi des covers Aquaman, si j'avais été le seul, je vous rappelle qu'il y aura du monde sur la dernière partie, celle-là, elle aura été, je pense, jusqu'en finale. Ça, c'est une de mes covers préférées. Elle est juste magnifique. Je l'ai acheté, je l'ai trouvé pour une quarantaine d'euros dans mes souvenirs. Entre 30 et 40 euros, elle cote à combien là ? Ouais, 43 $ pour 5,5 en termes de qualité. Ouais, donc c'est ça, vous voyez, là je suis à 5,5. Hop. Je suis à 5,5 en termes de notation. Donc j'ai dû la payer à peu près 45 balles, quoi. Ça, c'est pas donné, mais il me l'a fallu à tout prix. C'est ma cover préférée de cette première série Aquaman, ça c'est clair et net. Après, est-ce que c'est ma cover Aquaman préférée ? Je n'en sais rien. Je le saurai à la fin de ce tournoi, mais là en l'état c'est très clairement ma cover préférée de cette première série. Elle est juste oufissime. Tout est incroyable, la posture du personnage qui est en train d'aider cette femme qui se noie, l'arrière-plan avec donc c'est la Californie, quoi, donc ça doit être San Diego ou peut-être San Francisco, enfin bref on s'en fout, qui est en train de littéralement tomber dans la flotte. C'est presque prémonitoire de Sub Diego, ça d'ailleurs, cette cover. Hein. Avec les gens qui meurent là par dizaines, meurent noyés dans les décombres. C'est ouf. Tout est incroyable. Même l'échelle, tu vois, le personnage, il est petit par rapport à tout ce qui se passe autour, mais il est quand même là dans une posture héroïque en train d'aider. Même si, petit défaut, c'est qu'il aurait été plus efficace dans la flotte, je pense. Plutôt que d'essayer de se tenir à un bout de terre. Là. T'es Aquaman, gros, normalement tu vas dans la flotte toi, pour aider les gens. Mais bon, c'est juste un détail. Et évidemment que celle-là, elle est qualifiée d'office. Puis même le titre, tu vois, qui est marqué... Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus grandiloquent, avec le titre marqué en grand, avec des craquelures, ce genre de choses. Tu as un titre un peu détruit.
Mais là, c'est hyper sobre. Lettre jaune sur le côté, East California Sinking. Une fois de plus, cover très mensongère, il n'y a absolument pas ça dans l'histoire. J'étais très très déçu au moment où je disais ça, bordel. Parce que quand tu vois ça, tu te dis, bah se passe un truc de ouf, quoi. Catastrophe, Aquaman qui va être là en train d'aider les gens, un peu comme dans Sub-Zero, tu vois, mais au final, que dalle. Que dalle. Et là, enfin, on a la première apparition du vrai Thanatos. Même si pour moi, il est déjà apparu avec le Aquabeast. Là, pour le coup, il a son nom, Thanatos, c'est lui. Le double maléfique d'Aquaman. La cover est sympa, mais de là à être sélectionné, non. Puis Aquaman, moi, quand il n'y a pas un délire aquatique sur la cover, j'ai du mal, quoi. Tu vois, faut pas me le sous. C'est comme Batman qui serait. Une belle cover de Batman, il y a obligatoirement des gargouilles, il y a obligatoirement un rapport à Gotham City. Tu peux pas me sortir une belle cover de Batman s'il n'y a pas Gotham City. Tu extrais le personnage de son environnement, quoi. C'est ce qui fait son iconographie, sa ville. Tu vois, bah là, c'est pareil. C'est comme Superman, une belle cover, t'as Metropolis en arrière-plan, t'as le soleil, tu vois, une belle cover Superman, faut qu'il y ait du soleil, faut que ce soit vivant, faut qu'il y ait des belles couleurs, faut pas que ce soit un truc tout triste, tout dégueulasse, quoi. Et là, Aquaman, s'il n'y a pas de flotte sur la cover, ou de poisson, ou de truc, déjà, ça perd des points, quoi. Bon, bah celle-là, bof, on va pas en parler plus que ça. Celle-là, je la trouve affreuse. Donc là, les petits gars, je viens de classer l'épisode 56 de la première série. Là, la cover avec la grosse bébête, là. On est en 71, épisode 56, la série stop. Faute de vente, la série stop. Il va falloir attendre 1977 pour voir le retour de cette série à l'épisode numéro 57, qui est celui-là. Et l'épisode 57, hop, que je vais vous montrer, voilà, le premier là, marque l'arrivée de Jim Aparo sur les covers. Parce que Jim Aparo, il a dessiné la série Aquaman à partir de l'épisode 40, The Search for Mera, mais c'était toujours Nick Cardy qui faisait les covers. Et là, pour le coup, Nick Cardy part définitivement, il fait même plus les covers, c'est Jim Aparo qui fait lui, ce coup-ci ses propres covers. Alors pourquoi la série stop et elle revient? Ben je l'ai expliqué, elle stop parce que les ventes sont pas bonnes et elle revient en fait parce que en 1977 il y a le fameux arc qui s'appelle La Mort du Prince de David Michelinie et Jim Aparo pour le coup qui cartonne dans Adventure Comics, dans la série Adventure Comics. Le personnage en fait c'est un peu sa série de secours, c'est-à-dire que quand le titre Aquaman ne vend pas, et ben on le relègue dans la série d'où il vient à la base, à savoir Adventure Comics. Et Adventure Comics, ça cartonne bien grâce à cet arc La Mort du Prince, et du coup, eh bien, ça permet à DC de relancer la série Aquaman 6 ans après sa fin. Sa fin présumée. A savoir que l'épisode 56, qui est le dernier donc pendant 6 ans, nous parle déjà de la cave de la mort, de Cave of Death, qui est découverte par Tula et Aqualad. Et en fait, Cave of the Death, ça va être repris, l'idée va être reprise par Peter David dans The Atlantis Chronicles. Voilà. Petite anecdote. Donc, hop, cette cover, je l'aime beaucoup. Il y a Topo qui semble avoir complètement perdu la tête, il est hors de contrôle et il est en train de retenir Aquaman. Et tu as cette silhouette. Cette silhouette qui est celle de Black Manta et qui dit à Aquaman, maintenant que j'ai tué ton fils, je vais m'en prendre à toi, quoi, en très gros. Hop, ça va en barrage. Donc là, du coup, on est sur la commande du Bronze Age, il n'y a plus de doute. Hein, on est en 77-78 même pour la fin de cette première série Aquaman, puisque l'épisode 57 fait revenir la série en 77. Elle se termine seulement 6 épisodes après, au numéro 63 en 78. Donc là, on est clairement sur la commande du Bronze Age. Les covers de Jim Aparo sont toutes très belles, c'est pareil, hein, c'est compliqué de choisir. Mais pour le coup, je préfère quand même le style de Nick Cardy en fait. Tu vois, je sais pas, je suis plus charmé par le travail de Nick Cardy, même si je dois l'avouer, celles de Jim Aparo sont quand même putain de stylées quoi. Celle avec le Fisherman, là, bah, pareil, il y a un dynamisme fou sur cette image, avec cette explosion au centre de la pièce. Celle où Aquaman et Batman sont dans les filets de Cobra aussi, là, c'est pas mal. Et enfin, il y a celle-là, quoi. Celle-là, évidemment, que je la sélectionne. Alors, vous allez me dire, là, c'est de l'intérêt purement historique. Mais quand même, quoi, elle est ultra forte, cette cover. Aquaman sur la tombe de son enfant. Avec Mera en colère derrière, en pleurs, en larmes, elle est désespérée. Elle est ultra forte, cette image.
Et le personnage qui baisse la tête. C'est ultra symbolique de l'âge de bronze, quoi. Le personnage qui baisse la tête, là, c'est terminé la période dite bénie de l'âge d'argent. On n'en est plus là, quoi. Il s'est passé un truc. Cette cover, c'est le début de la descente aux enfers pour le personnage. Tout commence là. Il y a juste à voir la manière dont il baisse la tête, quoi. Ensuite, on a du Adventure Comics. Donc là, c'est les Adventure Comics sont dans l'ordre chronologique. Mais en fait, là vous voyez par exemple, ça date de 1971, c'est au moment où la série Aquaman elle avait stoppé justement. Donc du coup le personnage était relégué dans Adventure Comics, bam, et voilà à quoi ressemblaient les covers à ce moment-là. Donc avec le pirate là, je me rappelle plus très bien du nom de c'est Capitaine. Oh, il a un nom débile en plus. Il a un nom de pirate débile quoi. Enfin bref. Celle-là est stylée avec le dauphin. C'est un dauphin qui transportait de la drogue en fait, parce que c'est un dauphin qui a été utilisé par des réseaux de trafic de drogue. On est dans la Méditerranée, dans mes souvenirs. Et ouais, j'aimais bien toutes ces petites histoires, en fait, toutes ces petites histoires qui sont le début de la mort du prince. Là, on est en 71, 72, quelque chose comme ça. Celle avec Carchon et le grand requin, là aussi, elle est incroyable. On a le météo hommage qui a donné du fil à retordre aussi à notre héros. Et celle-là aussi, elle est ouf, quoi. Elle est ouf, celle-là aussi, je vais la mettre, je vais la mettre là-haut parce que là, quand même, il se passe un truc, quoi. Aquaman au sol, Aqualad qui est pris de fureur, qui a le trident, qui est prêt à l'abattre, sur son pote, sur son mentor du toujours, quoi. Et derrière Black Manta qui fait le signe de mise à mort façon Jules César, c'est ouf, quoi. Bon, là on est sur des covers Adventure Comics, là j'ai tout classé dans le rouge parce que je les trouve pas sensationnels. Déjà les covers avec du dialogue, ça a tendance à m'emmerder généralement. Le bandeau là par exemple sur celle-ci, on a un bandeau bleu avec le nom des persos sur le côté, c'est pareil, ça bouffe de la place, c'est pas très joli quoi, ça encombre la cover. Bon. Peut mieux faire quoi. Peut mieux faire. Là on est sur Justice League of America, la première série, on est en 1985, c'est l'annual numéro 2 et c'est la fin de la première Justice League en fait, qui est devenue un peu n'importe quoi. Et dans mes souvenirs, leur satellite explose, il est détruit, et du coup, Aquaman estime que c'est parce que la Justice League c'est devenu n'importe quoi en fait, il y a trop de laisser aller, et en fait lui il veut reformer l'équipe, mais il veut que des membres qui soient à fond dans le délire, quoi, tu vois, qui passent leur vie, vraiment qui dévouent leur vie à cette cause, parce qu'il estime que c'est justement parce que c'était pas le cas jusque-là que la Justice League a failli. Et donc il recompose la Justice League, c'est lui qui devient le leader de la nouvelle équipe, c'est pour ça que j'ai choisi cette cover. Et ça va déboucher sur la Justice League of Detroit. Voilà, ceux qui ont lu ça, moi j'ai lu les débuts de cette série Justice League of Detroit. Il y a des personnages complètement osef, là on les voit sur la cover, ridicule même. Donc en fait c'est ce qui me dérange dans cette Justice League of Detroit, c'est qu'il y a vraiment, autant t'as le Martian Manhunter et t'as Aquaman, tu vois, t'as quand même des personnages qui envoient du lourd, mais autant t'as des sérieux guignols quoi. Et là on a deux covers de la série Justice League of America que j'ai sélectionné parce qu'il y a quand même Aquaman au premier plan, surtout sur celle-là là. Et c'est pareil, t'as les têtes des personnages dans des bandeaux sur le côté, ça bouffe de la place, c'est dommage. Le ciel jaune pisse, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Ça dégage. Alors ensuite, Aquaman de 86. Alors on va faire comme ça et comme ça sera plus logique. Aquaman de 86, Aquaman volume 2, la deuxième série Aquaman. Pour le coup c'est une mini-série, il n'y a que 4 épisodes. Et donc la particularité c'est évidemment le nouveau costume, le costume bleu, violet, mauve, blanc, noir, hop, absolument dégueulasse. Dégueulasse, c'est pas possible. C'est pas possible, mais il n'y a pas que le costume qui me pose problème, par exemple sur la première cover, là, celle-là,
Il n'y a pas que le costume qui me pose problème, il y a la posture aussi qui est très étrange. Je reconnais pas Aquaman en fait. Même dans le visage, même dans la coupe de cheveux, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Quoi. Et puis derrière, la composition derrière, cette espèce de mosaïque... tout est mauve, tout est dans le même teint, tu sais, tout est violet, mauve, là, c'est... Non, c'est pas très sexy. Hein. Il y en a d'autres, des covers pour cette série qui sont beaucoup plus jolies. Et celle-là, très clairement, je ne la garde pas. Quoi. Et par exemple, celle-là, elle est un peu plus intéressante déjà. Mais le costume bleu, je peux pas, quoi. Le costume bleu, je peux pas, je suis désolé. On a Aquaman qui se bat contre des Zoulous dans une caverne. Bah, je vais en garder aucune. Et enfin, il y a celle de l'épisode 4 avec un côté très ésotérique. Un peu satanique, le pentagramme, la tête de démon derrière. The Epic Conclusion. Il y a un côté manpower, tu sais. Ouais, non, c'est pas... Elles sont pas moches, ces covers. Enfin, si, la première, vraiment, je peux pas, quoi. Putain, cette mosaïque derrière, c'est pas possible. Bah, alors, les trois autres sont pas moches, hein. Franchement. Craig Hamilton, c'est magnifique. Hein. Moi, pour avoir lu l'intégralité de cette série-là, Craig Hamilton, c'est magnifique. Et en fait, c'était même trop beau. Le mec, il pinaillait tellement qu'il était hyper lent. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas la suite qui était escomptée, en fait, à cette mini-série. Il devait y avoir Aquaman 2, en fait. Et du coup, en 87. Et en fait, bah, elle se fera pas, cette mini-série. Elle se fera pas. 87, c'est une année où il n'y aura rien du tout concernant Aquaman parce que justement ce qui était prévu a été annulé. Et ça a été annulé parce que Monsieur Craig Hamilton eh bien, prenait trop de temps, il était trop lent. Mais après, voilà, il fait un travail incroyable. Il y a des compositions de pages qui sont complètement ouf. Je pense notamment lors de l'affrontement final, waouh, il y a des trucs vraiment impressionnants. Les covers sont vraiment pas moches, mais une fois de plus, il faut bien sélectionner. Il n'y a que la première qui me pose vraiment problème. Aquaman Special numéro 1, c'est une des pires covers Aquaman ever. Elle est dégueulasse. Non mais regarde, il n'y a rien qui va. Déjà, en bas à droite, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce... Alors ça, c'est le scientifique russe qui est tombé sur une espèce d'artefact magique au fond de la flotte, qui est lié d'ailleurs à la série de 86, et qui va se transformer en une espèce de blob immense. Là, ça ne ressemble à rien. D'ailleurs, on peut le voir sur la cover, ça ne ressemble à rien. Voilà, c'est ridicule. Le Aquaman en question, c'est pareil, je vois pas Aquaman, quoi. Dans sa posture, on dirait plus un Hulk ou... je sais pas, il est... C'est étrange, c'est étrange. Spirit and Flesh, non. Puis alors, le Special écrit comme ça va pas du tout non plus. Non, j'aime pas. C'est une des pires covers que j'ai eu à classer aujourd'hui. Hein. S'il y avait une catégorie encore plus rouge que rouge, là, je pense qu'elle serait dedans. Et enfin, on arrive sur Aquaman volume 3, la mini-série 89, qui est probablement une des plus importantes séries Aquaman de l'histoire, que je vous invite vraiment à lire parce qu'elle est excellente. Keith Giffen, Robert Loren Fleming et Curt Swan. Donc là, on est sur des covers signés Curt Swan, qui était dessinateur principal de Superman pendant l'âge d'argent. Donc c'est pour ça que cet Aquaman, il a des airs de Superman, on va pas se le cacher. Il est extrêmement carré, il a des épaules, enfin voilà. Et c'est encore plus flagrant dans le bouquin lui-même. Donc la première cover, The Legend of Aquaman, je la trouve magnifique. Il y a presque un côté Superman, hein, franchement, dans la façon dont il jaillit de l'eau, là. Il y a les nuages, il y a vraiment un côté Superman, je trouve. Puis le titre, la typographie est magnifique aussi. The Legend of Aquaman, ça envoie du lourd, le titre, bam, tu vois, on se fout pas de ta gueule, c'est la légende, quoi. Donc celle-là, j'ai envie de me la garder. Et bizarrement, c'est pas celle qui a été retenue pour le TP. Alors ce volume 3, il est assez spécial parce qu'en fait, il commence par cet épisode-là, qui s'appelle techniquement The Legend of Aquaman, mais qui n'est pas vendu en tant que tel, en fait. Le nom scientifique de cet épisode, c'est Aquaman Special numéro 1. Le problème, c'est que Aquaman Special numéro 1, c'est déjà pris par celui-là. Celui de 86, de 88, pardon, ça date de 88. Donc ouais, j'ai jamais compris le délire. Donc moi j'appelle ça The Legend of Aquaman, même si techniquement c'est pas le vrai nom, quoi. Et ça, c'est un épisode Origin Story qui va redéfinir le personnage complètement, mais pas
bon, j'en ai déjà parlé sur ma rubrique du Dark Age, hein. Ça va redéfinir l'origine story du personnage, mais ça va quand même prendre en compte pas mal d'éléments qui se sont quand même passés pendant le Silver et le Bronze Age. Voilà, donc on n'est pas sur un reboot complet. On est sur une espèce de retcon, c'est tout. Ou un soft reboot, mais c'est pas un vrai reboot complet. Tu peux considérer que cet Aquaman là, en fait, c'est le même que le Silver Age. C'est juste que l'origine story n'est pas la même. Voilà, c'est tout. Alors, ça c'est l'épisode spécial, Origin Story, et après de ça découle une mini-série en 5 épisodes, qu'on appellera donc Aquaman Volume 3, toujours Curt Swan au dessin, et Keith Giffen et Fleming au scénario. La première cover, je la trouve affreuse, j'ai jamais compris le délire avec les pagaies et tout là, faudrait qu'on m'explique vraiment. C'est quoi le délire avec les pagaies? Je comprends pas. Celle-là est un peu plus intéressante. Donc en fait, on remarque qu'on change de série à chaque fois au niveau de la typographie, vous remarquerez que c'est jamais la même. Voilà, c'est comme ça que tu te repères pour savoir si tu es encore dans la même série ou si tu as changé. Quand tu changes la police de caractère du titre. Bon, elles sont intéressantes aussi les covers de Curt Swan. J'aime beaucoup celle avec Mera, d'ailleurs je vais la garder. Celle avec Mera qui est en train d'étrangler Aquaman, je la trouve hyper stylée celle-là. Cet épisode est hyper violent. Là, on a celle-là aussi qui est assez intéressante, avec Mera qui est dans son cercueil et qui l'ouvre. Le gros problème de cette cover, ben, c'est que ça te spoil en fait l'épisode quoi. Mera est censée être morte à ce moment-là, et là, t'as même pas ouvert ton bouquin. Putain, t'es déjà spoilé qu'elle est pas morte quoi. Et rien que pour ça, elle sera pas sélectionnée cette cover. Mais c'est dommage parce que franchement, elle est quand même jolie. Hein. Et enfin, t'as celle-là qui est putain d'iconique. Aquaman qui est au sommet de la tour la plus haute d'Atlantide et qui est en train de convoquer tous les animaux marins des alentours pour mener l'assaut final. À ce moment-là, Atlantide est colonisée par une race de méduses super puissantes, super intelligentes. C'est un peu kitschou, il dit comme ça, mais je vous assure que le récit n'est pas vraiment en fait, il n'est pas vraiment kitsch. C'est une ode à la résistance en fait face à l'Allemagne nazie en fait. En très gros, c'est ça Aquaman de 89. Il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits avec, avec les pays qui étaient sous l'occupation allemande en 39-45. Et cette cover, franchement, elle est ultra iconique. D'ailleurs, c'est celle qui a été reprise pour le TPB. Parce que tu as vraiment toute la faune marine qui est derrière. Là, tu te rends compte de la superpuissance du personnage. Et rien que pour ça, cette cover, on va la mettre directement dans les qualifiés. Ce qui fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai une de trop dans les qualifiés. Donc du coup, tout ce qui était en barrage, là, je pense que ça va dégager. Mais j'ai quand même du mal à... Il y a quand même des covers là qui étaient dans les barrages et qui sont quand même magnifiques. Il va falloir que je fasse de l'élimination. Donc le Aquaman Showcase numéro 30, elle a un intérêt uniquement historique pour moi. C'est la première cover Aquaman de l'histoire. On est en 1961, mais c'est pas ça qui va la sauver. Je la mets en bas. Superman pâle, Jimmy Olsen, j'aime beaucoup l'aspect un peu humoristique avec ce Superman qui est en train d'assoiffer Jimmy et Aquaman. Mais ça représente très mal Superman, quoi. Après, c'est le Superman du Silver Age, c'était une autre époque. Mais bon, il n'y a rien de très iconique là-dedans, on va pas se le cacher, ça dégage. Ensuite, ça dégage. La première cover de la série Aquaman. Bon, les Fire Trolls sont dégueulasses. Aquaman et Aqualad sont tout petits derrière, il n'y a rien de très iconique non plus, ça fout le camp. Tula et Garth, c'est pas vraiment une cover Aquaman, c'est une cover du Aquaverse, mais il n'y a pas Aquaman dessus, ça sera pas sélectionné. Celle-là était stylée, j'aime bien le côté un peu Dark Souls, comme je disais, avec ce roi barbu sur son dragon là. mais voilà, ça mérite pas d'être conservé. Alors là, ça va se compliquer parce que j'aime bien toutes les covers qui suivent. Là. Celle avec Tula, je la trouve incroyable. Dans cette caverne avec ces espèces de salopards qui sont dotés de lances et qui attendent qu'Aquaman soit à leur portée pour le défoncer. Celle-là avec Topo, celle-là qui est ouf aussi, The Legend of Aquaman, celle avec Mera, alors je vais juste faire un zoom sur celle avec Mera qui est en train de casser la gueule à Aquaman, mais je crois que je vais pas la garder parce qu'en fait la gueule d'Aquaman là-dessus me dérange. Du coup celle avec le Aquabébé
je la redescends, je la disqualifie parce que je la trouve peut-être finalement un peu trop kitsch. J'aime bien le vintage, mais il faut pas que ça soit non plus complètement kitsch, tu vois. Et donc là, du coup, ça nous porte le total déqualifié à 15, donc on est bon. Mais là, je me demande si je vais pas en sauver quand même d'en bas, là. Celle avec Tula, je la trouve dingue, quoi. J'enlève celle avec la palourde. Et je vais me garder celle avec Mera. Celle avec Tula. Je l'aime bien, je sais pas, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Et alors là, il y a quand même, putain, 3 covers mythiques. Celle du retour de la série Aquaman, mais celle-là, je la garderai pas. Je l'aime bien, mais là, des 3 et des 15 qui sont là-haut, non. Il me reste The Legend of Aquaman, que j'ai vraiment envie de garder, de caser quelque part. Hein. Je peux pas m'en séparer de celle-là. Mais en même temps, c'est compliqué, là. Alors celle-là, intérêt vraiment historique, la cover en elle-même, je la trouve assez folle, mais il y a un truc qui me dérange et qui fait que je ne la garderai pas. Celle avec Garth qui est en train de menacer Aquaman, là. C'est la position derrière de Black Manta. En fait, j'aurais préféré que Black Manta... Alors, est-ce qu'on me voit bien là? J'aurais préféré que Black Manta soit sur une espèce de fauteuil méga classe, tu vois. Posé comme un roi, tu vois, comme un seigneur. Et qu'il fasse son signe comme ça, mais avec une putain de prestance, tu vois, genre hyper charismatique. Et là, il a une position assez étrange. Les jambes fléchies comme ça, c'est anti-iconique aussi, tu vois, donc je la garderai pas. Il est pas assez imposant en fait, ce Black Manta. Donc c'est ce qui disqualifie cette cover. Et là, celle-là, j'ai vraiment envie de la caser quelque part. J'hésite entre enlever la première de Mera ou celle avec Ocean Master. Je vais enlever celle d'Ocean Master. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais, en fait, le fait que l'eau soit verte, là, c'est ce qui me gasse tout. J'aurais préféré éventuellement que l'eau soit très sombre, genre noir, tu vois. Et là, ça aurait fait un beau contraste avec ce rayon de lumière et le duel Aquaman Ocean Master. Ou alors que l'eau soit bleue. Mais là, l'eau verte comme ça me fait chier en fait. Donc je la dégage. Pour mettre celle-là, parce que celle-là, elle est complètement ouf. Donc voilà, on a nos 15 sélectionnés. Elles sont très belles. Donc il y a de la première série Aquaman, il y a le mariage évidemment. Il y a la première apparition du Scavenger, il y a cette couverture iconique avec Black Manta, il y a la première apparition de Black Manta, on a enlevé la première apparition de Ocean Master pour le coup, il y a le Bugala, j'aime très clairement cette cover avec le Bugala, cette énorme créature qui est en train de bouffer Aqualad et Aquaman, évidemment la mort du prince, Church for Mera, il y a du très très lourd. Là il y a du très très lourd. Et la première apparition de Mera. La deuxième poule concernera 98 covers entre 1991 et 2001. Donc on sera sur les séries de Sean McLaughlin. Et alors attention, parce que là les covers, les petits gars, elles envoient du très très lourd. Et la série de Peter David. Et là il y a du très très lourd aussi. Il y a du très très lourd sur la deuxième poule. De toute manière, il va y avoir du lourd partout. Hein. Puis alors, le troisième groupe, ça va être le pire. Avec Ivan Reis et Paul Pelletier, ça va être la folie furieuse. Et puis on va avoir du Stepan Sejic aussi. Sur la dernière poule, celle de 2016 à 2024, il va y avoir du Sejic sur Rebirth. Et alors là, les petits gars, j'ai pas fini de me mordre les doigts pour sélectionner tout ça. J'ai très hâte du tournoi final. Parce que là, on va être 4. Et je pense qu'on va se foutre sur la gueule. Mais ça va être très cool parce qu'en fait sur la phase finale, étant donné que mes 3 invités n'auront pas forcément les mêmes bagages en fait sur le personnage, ils vont pas être influencés par le récit derrière la cover en fait. Eux ils vont juger uniquement la cover pour ce qu'elle est, à savoir un dessin. Et ça c'est très cool parce que du coup ça va permettre d'avoir l'avis le plus pur. Parce que moi j'ai été influencé, comme vous avez pu le constater, surtout par l'aspect historique de certaines covers, le mariage par exemple, la première de Mera, etc. Voilà, moi forcément ça a quelque part, que je le veuille ou non, ça a forcément un petit peu joué dans mes choix. Et ça sera pas du tout le cas pour mes 3 collègues avec qui on va s'occuper de classer tout ça sur la phase finale. Et là je suis en train de me remater ma petite cover de l'épisode 53 avec la panique complètement derrière, les personnages qui montent sur le toit des bâtiments, des maisons, il n'y a plus aucun espoir. Le diable est dans le détail, regardez. Je
pense que ça va être toi la gagnante. En tout cas, si ça tenait qu'à moi, je pense que ce serait peut-être bien elle la gagnante. Après, attention, parce que ça va être mis en confrontation avec du Seijik et du Ivan Reis. Ça va taper très fort. Allez, ciao les uns. Meow.